Liban, les Israéliens attaquent Palestiniens et Syriens dans la plaine de la Beka et bombardent Beyrouth. Fin des opérations il y a 3 quarts d'heure. Le malaise entre l'Europe et les États-Unis, Paris décide de passer outre à l'embargo américain sur le gazoduc soviétique et d'honorer ses contrats. Bonn fera de même. Le plan d'économie et la sécurité sociale, Pierre Bérégovoy souhaite trouver l'équilibre pour l'année prochaine par la concertation. Et puis du nouveau en matière d'accident de la route, on ne discutera plus de la responsabilité des piétons ou cyclomotoristes renversés par une voiture, ils seront indemnisés quasi automatiquement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La situation s'est brusquement aggravée en fin d'après-midi au Liban. Les Israéliens, dont le cabinet était réuni en séance extraordinaire ce matin, ont décidé d'attaquer les objectifs syriens et palestiniens dans la plaine de la Beka, le centre du pays. De plus, par 4 fois, l'aviation israélienne a effectué des raids sur Beyrouth, raison invoquée par Jérusalem, la rupture du cessez-le-feu et la mort de 5 soldats israéliens. Opération stoppée il y a 3 quarts d'heure à peine, peut-être après intervention personnelle de Ronald Reagan. Je vois Daniel Bilalian sur mon écran de contrôle. Daniel ? Oui, Patrick, je viens d'avoir au téléphone l'état-major de l'armée israélienne et un officier vient bien de me confirmer que la double opération lancée cet après-midi sur le front avec la Syrie et dans la zone de Beyrouth-Ouest s'était terminée à 18h30 pour les Israéliens. Il ne s'agit donc pour l'instant que d'une action limitée, ce sont les propres termes du porte-parole de l'armée et non le commencement de la prise de Beyrouth-Ouest ou de combats de plus grande envergure avec les Syriens. Les positions visées cet après-midi étaient les défenses de l'OLP à Beyrouth et notamment le grand quartier général de Yasser Arafat. Et d'autre part, donc, les positions syriennes de la vallée de la Beka à l'est du Liban. Dans les 2 cas, c'est l'aviation israélienne qui a fourni le premier effort, appuyé par les tanks, mais pour l'instant, les positions des uns et des autres sur le terrain n'ont que très peu évolué. Toutefois, on ne peut complètement exclure la possibilité d'une attaque d'envergure contre Beyrouth-Ouest, notamment. Pour cela, il faudra encore attendre quelques heures, car les Israéliens, comme tout le monde, sentent que les négociations sont pratiquement au point mort et peuvent très bien décider de prendre alliés et ennemis de vitesse. Hier soir, M. Sharon et le général Eitan ont bien tenu d'ailleurs à répéter que la patience d'Israël n'était pas sans limite et que le plan était prêt pour prendre d'assaut Beyrouth-Ouest. Cela dit, plus certainement, l'action limitée de cet après-midi, décidée en Conseil des ministres ce matin, répond aux incursions de commandos de l'OLP dans les lignes israéliennes en provenance des lignes syriennes de la vallée de la Beka. Des commandos qui bénéficient du soutien ou tout au moins de l'accord des Syriens. Conséquence, des embuscades se sont échelonnées toute la semaine au Liban, avec un point culminant hier soir, vous le disiez, qui a sans doute décidé de l'avertissement israélien d'aujourd'hui, la mort de 5 soldats en patrouille sur le front ouest. L'autre raison étant peut-être, pour terminer, que les Syriens ont, paraît-il, réussi à réinstaller 2 rampes de lancement de missiles SAM soviétiques dans la vallée de la Beka, les autres ayant été détruites au début de cette guerre. Enfin, cette attaque dit en clair que les Israéliens craignent de plus en plus une guerre d'usure, qu'en aucun cas ils n'accepteront. L'attaque d'aujourd'hui en est la preuve. Donc si je vous résume bien, Daniel, à votre avis, cette opération qui a duré 1 heure ou 2 n'est pas pour l'instant le prélude à une prise d'assaut de Beyrouth. Est-ce que vous avez confirmation de certaines informations qui disent que Ronald Reagan est intervenu personnellement pour faire arrêter les choses? Écoutez, vous savez, ici, les liaisons entre les États-Unis et Jérusalem sont constantes. La possibilité de ce message est bien réelle. Mais dès le début de l'après-midi, dès 5 heures, quand l'état-major de l'armée israélienne a annoncé cette attaque contre les positions syriennes et les positions palestiniennes de Beyrouth-Ouest, il était déjà bien clairement dit que cette action était limitée et qu'elle répondait aux embuscades de toute cette semaine au sud Liban, même d'ailleurs dans des régions très calmes comme la zone de Tyr, et qu'en aucun cas il ne s'agissait d'une action d'envergure. Bien, donc pour l'instant, nous le disions, l'essentiel de l'attaque porte et a porté, puisque cette opération est terminée sur la plaine de la Beka, mais depuis 2 heures, les avions israéliens ont survolé puis bombardé Beyrouth, où toute la nuit des tirs avaient été échangés entre Palestiniens et Syriens. Premier objectif des bombes israéliennes, un camp palestinien au sud de l'enclave où sont retranchés les combattants palestiniens. Philippe Gassot au téléphone. Cette action de l'aviation israélienne, qui fait suite aux duels d'artillerie qui ont opposé toute la nuit Palestiniens et Israéliens, a ramené dans le quartier ouest un regain de tension. Dans les rues, les contrôles d'identité et les fouilles de véhicules se multiplient. Il y a encore 1 heure, les Beyrouthins étaient aux fenêtres, mi-curieux, mi-inquiets, ne sachant pas s'il s'agissait là du début d'une vaste opération militaire ou d'un nouveau bombardement d'intimidation. Chacun sait dans le quartier encerclé de Beyrouth que d'importantes forces israéliennes
sont venus renforcer au sud le dispositif. On a appris également ici que de nombreux journalistes israéliens étaient arrivés hier dans le quartier chrétien. Rien ne va plus ce soir entre Washington et les Européens. Une crise qui ne date pas d'aujourd'hui et dont l'acuité avait été mise en évidence hier soir dans le journal par Claude Chesson. Les propos du ministre français des Relations extérieures avaient d'ailleurs été remarqués par l'agence TASS. Mais ce matin, un nouveau pas a encore été franchi avec la décision de Paris de ne pas suivre l'embargo proposé par le président Reagan sur le matériel destiné à construire le gazoduc soviétique, un matériel essentiellement européen. Nous ne pouvons accepter les mesures unilatérales prises par Washington, a fait savoir l'hôtel Matignon. Des propos repris en écho quelques heures plus tard par Helmut Schmidt, le chancelier ouest-allemand, en visite précisément aux États-Unis en ce moment. Voilà donc la dernière pomme de discorde entre Américains et Européens, et ce n'est pas la seule, Paul Naon. La première discorde, de loin la plus grave, concerne l'affaire du gazoduc. Les États-Unis ne veulent pas sa construction et interdisent la livraison aux Européens de pièces détachées indispensables au fonctionnement de ce gazoduc. Résultat, aujourd'hui, le contrat conclu entre l'Union soviétique et les Européens est totalement bloqué. Deuxième discorde, les taux d'intérêt. Au sommet de Versailles, Ronald Reagan avait pris l'engagement de faire baisser ces taux. Il ne s'est rien produit depuis. La crise économique se prolonge et les États-Unis accusent désormais les Européens, dont la France, d'accorder des crédits préférentiels à l'Union soviétique. Troisième élément, la sidérurgie européenne. L'Europe exporte de l'acier vers les États-Unis. Les Américains ont eux aussi des problèmes et cherchent à se protéger en imposant des barrières douanières. Le quatrième élément concerne les produits agricoles que l'Europe verte exporte vers les États-Unis. Là aussi, même schéma que pour l'acier, Washington impose des restrictions importantes à ses exportations et on assiste donc depuis peu de la part des États-Unis à un retour au protectionnisme pur et dur. Sur ces 4 points précis, l'attitude délibérée des Américains a eu comme conséquence presque immédiate d'unir les Européens qui parlent désormais le même langage. Helmut Schmidt a eu des mots très durs à l'égard de Washington et surtout le gouvernement français vient d'affirmer que les contrats signés avec l'Union soviétique seront respectés. On s'achemine donc vers l'épreuve de force, sans oublier qu'à propos de tous ces différends, les États-Unis se comportent, il ne faut pas l'oublier, comme des concurrents économiques, et après tout c'est normal, mais ils ont aussi une autre conception des rapports avec l'Union soviétique. En effet, pour eux, l'attitude européenne ne fait que renforcer au bout du compte le potentiel militaire de ce pays. Cependant, si le raisonnement des États-Unis peut, disons, apparaître logique, un élément capital vient détruire ce même raisonnement. En effet, pourquoi les États-Unis livrent-ils autant de blé à la Russie? Une attitude qui aboutit également à renforcer le potentiel militaire de Moscou. Aujourd'hui donc, les Européens demandent clairement aux Américains d'abord de balayer devant leur porte avant de leur mettre des bâtons dans les roues et de faire preuve d'un minimum de solidarité économique pour obtenir la solidarité politique qu'ils demandent. Voilà, il y a tout juste un quart d'heure, le département d'État réagissait aux propos de Claude Chesson hier soir sur notre antenne, vous l'aviez entendu dans le journal de 20 heures, déclarait qu'un divorce progressif était en train de s'installer entre Washington et l'Europe. Et bien le département d'État vient de faire savoir qu'il regrettait profondément que M. Chesson ait choisi d'évoquer en termes polémiques les tensions actuelles entre la France et les États-Unis. Mais pour l'instant, la réaction américaine à cette décision française sur le gazoduc, pour ferme qu'elle soit, paraît plutôt modérée. Alain Cancès. Aucune réelle surprise à Washington, même si le ton français est encore plus sec qu'attendu. En revanche, le net soutien apporté dès hier par M. Schmidt à la position française embarrasse les Américains. Ils confirment leurs craintes. Une crise franco-américaine sur le problème du gazoduc deviendrait très vite une crise entre les États-Unis et la majeure partie de l'Europe. Pour l'instant, le gouvernement américain s'efforce de minimiser les choses. Les relations franco-américaines continuent d'être solides et intactes, vient de déclarer le porte-parole de la Maison-Blanche. Mais au-delà des mots, il y a les faits. Le gouvernement américain étudie d'ores et déjà d'éventuelles mesures contre la France. S'il ne les prend pas, il perd de sa crédibilité. S'il les prend, il provoque une crise grave entre l'Europe et les États-Unis. Je vous rappelle que le Canada, traditionnellement orienté vers les États-Unis en matière aéronautique, s'est déclaré prêt à participer au projet européen de construction de l'Airbus 320 et qu'il faut savoir enfin que le dollar continue de baisser légèrement, 6,78 francs ce matin à Paris.
Pologne, un relatif scepticisme en Occident après le discours du général Jaruzelski hier, en ce jour, vous le voyez, de fête nationale. L'annonce d'une certaine atténuation des rigueurs de la loi martiale et de la libération de plus d'1 millier de détenus a déçu. En Pologne, les Polonais s'attendaient apparemment à plus. Aujourd'hui, on a pu assister dans les rues de Varsovie à un déploiement de force. Par ailleurs, les cérémonies principales du 600e anniversaire du sanctuaire de Jasna Gora ont été reportées jusqu'à l'avenue du Pape, c'est-à-dire l'année prochaine. La guerre entre l'Iran et l'Irak, bien nouvelle offensive de Téhéran, qui dit être avancée de plus de 20 km en Irak et avoir provoqué de lourdes pertes chez l'ennemi. Une attaque que nous avons repoussée, dit de son côté Bagdad. Voilà pour l'essentiel des informations à l'étranger ce soir. En France, toujours la sécurité sociale en vedette, involontaire bien sûr. Hier, nous vous parlions des mesures d'économie immédiate, c'est-à-dire destinées à combler le déficit de l'année en cours. Aujourd'hui, Pierre Bérégovoy, le ministre en charge du dossier, a fait savoir ce qu'il entendait proposer pour 83. Roselyne Costas. Il faut trouver 30 à 35 milliards de francs. Pour cela, il y a plusieurs moyens. Premier moyen, les économies. On diminuera les dépenses partout, gestion des hôpitaux, consommation de médicaments, bref, chaque fois que cela est possible. Deuxième moyen, la diminution de certaines prestations. Elle intéresse tout le monde. Ainsi, le remboursement du ticket modérateur pourrait évoluer en fonction des revenus, ainsi aussi les allocations familiales, qui seront augmentées le 1er janvier ou le 1er février prochain, pourraient elles aussi être attribuées en fonction des ressources des Français. Troisième moyen, fiscaliser certaines dépenses sociales, c'est-à-dire les mettre à la charge de l'État. Déjà, pour 1983, c'est le budget de l'État et non celui de la sécurité sociale qui paiera les allocations aux handicapés, 9 milliards de francs. Quatrième moyen, modifier les structures mêmes du financement de la sécurité sociale. C'est la tâche la plus difficile. Pierre Bérégovoy cherche en effet à ne plus prendre les salaires comme base des cotisations sociales, mais aussi, par exemple, la valeur ajoutée des entreprises. Pour diminuer les dépenses, reste enfin une dernière solution, diminuer la protection sociale des Français, et sur ce point, Pierre Bérégovoy est clair. La protection sociale des plus démunis ne diminuera pas. Celle des autres non plus, et peut-être auront-ils un petit effort supplémentaire à faire. C'est comme ça que je vois les choses en 1983. Ce soir, réaction plutôt négative des principaux syndicats, CGT, CFDT et CFTC, Force ouvrière moins critique. Le projet de loi sur le blocage des prix et des revenus, adopté en début de semaine par les députés, eh bien l'opposition a saisi aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Le gouvernement va demander aux 9 sages de statuer en urgence, c'est-à-dire au plus tard, avant la fin de la semaine prochaine. Oui. Le débat du jour à l'Assemblée, c'est toujours le projet Badinter de suppression de la loi sécurité et liberté d'Alain Peyrefitte. Et pour l'ancien garde des Sceaux, la loi nouvelle mouture va maintenant protéger les malfaiteurs contre les honnêtes gens. Le fond du problème, c'est que l'on démantèle les défenses que la société avait dressées pour se protéger. Après avoir supprimé la Cour de sûreté de l'État, qui nous avait mis relativement à l'abri du terrorisme qui ravage nos voisins, après avoir supprimé la peine de mort sans peine de remplacement, contrairement à la volonté évidente de l'immense majorité des Français, après avoir supprimé la loi anti-casseurs, après avoir supprimé tout ce que notre code permettait pour protéger les honnêtes gens contre les malfaiteurs, voici que l'on continue et que l'on aggrave la même politique. Cette loi nouvelle va protéger les malfaiteurs contre les honnêtes gens. Nous avions voulu plus de sécurité pour les honnêtes gens et moins de sécurité pour les malfaiteurs. Eh bien, il y aura plus de sécurité pour les criminels et moins de sécurité pour les honnêtes gens. Cet après-midi, après quelques escarmouches et des échanges d'amabilité, où les mots laxistes, réactionnaires, inacceptables, scandaleux tombaient drus comme la grêle de la nuit dernière, on est enfin entré dans le vif du sujet. Les députés ont innové. Ils ont décidé que, par exemple, un délinquant coupable d'un premier vol se verrait offrir la possibilité de ne pas faire de prison à condition d'accepter un travail d'intérêt général. Il devrait alors accomplir pour le compte d'une municipalité des travaux de nettoyage ou de réfection.
Ces travaux pourraient aller de 40 à 120 heures de travail réparties sur une année. Si le délinquant se dérobait à ses obligations, il se retrouverait bien entendu en prison. Ces dispositions peuvent s'appliquer aux récidivistes et aux jeunes à partir de 16 ans. Et le rapporteur a fait observer qu'elles avaient l'avantage d'éviter la prison qui est un pourrissoir et également de rendre la société tout entière responsable de ces délinquants. Oui, Daniel voulait parler non pas des récidivistes mais des sursitaires condamnés à prison avec sursis. Au cours du débat, Robert Badinter a qualifié d'événement un arrêt de la Cour de cassation qui va peut-être d'ailleurs faire jurisprudence et qui en tout cas renverse tout à fait la tendance observée jusque-là en matière d'accident de la route. Désormais, en effet, on ne discutera plus de l'imprudence ou de la responsabilité partielle des victimes, piétons ou cyclomotoristes. On les indemnisera de manière quasi automatique, sauf cas de force majeure, et les compagnies d'assurance n'introduiront plus de pourcentage dans leur calcul d'indemnité. Corinne Pertuis. Le 20 octobre 1977, un couple âgé de Charleville traverse la rue sans regarder. Une voiture arrive, les renverse, ils sont blessés. Les victimes demandent alors que l'automobiliste porte l'entière responsabilité civile de l'accident, quel que soit leur tort à eux. Après de nombreux appels, la Cour de cassation fait droit hier à leur demande. Si sa décision fait jurisprudence, il n'y aura plus désormais de partage de responsabilité comme cela se pratiquait depuis un demi-siècle. Devant les tribunaux civils, la faute de la victime ne sera plus prise en compte. Ça simplifie, je crois, la situation des victimes, qui à ce moment-là ne verront plus ces procès qui n'en finissaient plus, d'une justice par exemple qui consistait à dire en première instance, voyons, est-ce qu'il était dans les passages cloutés, est-ce qu'il était à proximité des passages cloutés, dans la mesure où la juridiction a admis, sous notre contrôle, qu'il n'y a pas de force majeure, l'indemnisation sera plus rapide. Indemnisation plus rapide, assainissement de la situation certes, mais comment les assureurs vont-ils réagir ? En définitive, n'est-ce pas à nouveau l'automobiliste qui va se trouver pénalisé? Pour l'automobiliste, ça ne va pas changer grand-chose, car s'il est responsable d'un accident, il aura toujours son malus. Ce qu'il entendait proposer pour 83. Roselyne Goskas. Il faut trouver 30 à 35 milliards de francs. Pour cela, il y a plusieurs moyens. Premier moyen, les économies. On diminuera les dépenses partout, gestion des hôpitaux, consommation de médicaments, bref, chaque fois que cela est possible. Deuxième moyen, la diminution de certaines prestations. Elle intéresse tout le monde. Ainsi, le remboursement du ticket modérateur pourrait évoluer en fonction des revenus, ainsi aussi les allocations familiales, qui seront augmentées le 1er janvier ou le 1er février prochain, pourrait-elle aussi être attribuée en fonction des ressources des Français. Troisième moyen, fiscaliser certaines dépenses sociales, c'est-à-dire les mettre à la charge de l'État. Déjà, pour 1983, c'est le budget de l'État et non celui de la sécurité sociale qui paiera les allocations aux handicapés, 9 milliards de francs. Quatrième moyen, modifier les structures mêmes du financement de la sécurité sociale. C'est la tâche la plus difficile. Pierre Bérégovoy cherche en effet à ne plus prendre les salaires comme base des cotisations sociales, mais aussi, par exemple, la valeur ajoutée des entreprises. Pour diminuer les dépenses, reste enfin une dernière solution, diminuer la protection sociale des Français, et sur ce point, Pierre Bérégovoy est clair. La protection sociale des plus démunis ne diminuera pas. Celle des autres non plus, mais peut-être auront-ils un petit effort supplémentaire à faire. C'est comme ça que je vois les choses en 1983. Ce soir, réaction plutôt négative des principaux syndicats, CGT, CFDT et CFTC, force ouvrière moins critique. Le projet de loi sur le blocage des prix et des revenus, adopté en début de semaine par les députés, eh bien l'opposition a saisi aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Le gouvernement va demander aux 9 sages de statuer en urgence, c'est-à-dire au plus tard, avant la fin de la semaine prochaine. Oui. Le débat du jour à l'Assemblée, c'est toujours le projet Badinter de suppression de la loi sécurité et liberté d'Alain Peyrefitte. Et pour l'ancien garde des Sceaux, la loi Nouvelle Mouture va maintenant protéger les malfaiteurs contre les honnêtes gens. Le fond du problème, c'est que l'on démantèle les défenses que la société avait dressées pour se protéger. Après avoir supprimé la Cour de sûreté de l'État, qui nous avait mis relativement à l'abri du terrorisme qui ravage nos voisins, après avoir supprimé
la peine de mort sans peine de remplacement, contrairement à la volonté évidente de l'immense majorité des Français. Après avoir supprimé le loi anti-casseurs, après avoir supprimé tout ce que notre code permettait pour protéger les honnêtes gens contre les malfaiteurs, voici que l'on continue et que l'on aggrave la même politique. Cette loi nouvelle va protéger les malfaiteurs contre les honnêtes gens. Nous avions voulu plus de sécurité pour les honnêtes gens et moins de sécurité pour les malfaiteurs. Eh bien, il y aura plus de sécurité pour les criminels et moins de sécurité pour les honnêtes gens. Cet après-midi, après quelques escarmouches et des échanges d'amabilité, où les mots laxistes, réactionnaires, inacceptables, scandaleux tombaient drus comme la grêle de la nuit dernière, on est enfin entré dans le vif du sujet. Les députés ont innové. Ils ont décidé que, par exemple, un délinquant coupable d'un premier vol se verrait offrir la possibilité de ne pas faire de prison à condition d'accepter un travail d'intérêt général. Il devrait alors accomplir pour le compte d'une municipalité des travaux de nettoyage ou de réfection. Ces travaux pourraient aller de 40 à 120 heures de travail réparties sur une année. Si le délinquant se dérobait à ses obligations, il se retrouverait bien entendu en prison. Ces dispositions peuvent s'appliquer aux récidivistes et aux jeunes à partir de 16 ans. Et le rapporteur a fait observer qu'elles avaient l'avantage d'éviter la prison qui est un pourrissoir et également de rendre la société tout entière responsable de ces délinquants. Oui, Daniel voulait parler non pas des récidivistes mais des sursitaires condamnés à prison avec sursis. Au cours du débat, Robert Badinter a qualifié d'événement un arrêt de la Cour de cassation qui va peut-être d'ailleurs faire jurisprudence et qui en tout cas renverse tout à fait la tendance observée jusque-là en matière d'accident de la route. Désormais, en effet, on ne discutera plus de l'imprudence ou de la responsabilité partielle des victimes, piétons ou cyclomotoristes. On les indemnisera de manière quasi automatique, sauf cas de force majeure, et les compagnies d'assurance n'introduiront plus de pourcentage dans leur calcul d'indemnité. Corinne Pertuis. Le 20 octobre 1977, un couple âgé de Charleville traverse la rue sans regarder. Une voiture arrive, les renverse, ils sont blessés. Les victimes demandent alors que l'automobiliste porte l'entière responsabilité civile de l'accident, quel que soit leur tort à eux. Après de nombreux appels, la Cour de cassation fait droit hier à leur demande. Si sa décision fait jurisprudence, il n'y aura plus désormais de partage de responsabilité comme cela se pratiquait depuis un demi-siècle. Devant les tribunaux civils, la faute de la victime ne sera plus prise en compte. Ça simplifie, je crois, la situation des victimes, qui à ce moment-là ne verront plus ces procès qui n'en finissaient plus, d'une justice par exemple qui consistait à dire en première instance, voyons, est-ce qu'il était dans les passages cloutés, est-ce qu'il était à proximité des passages cloutés, dans la mesure où la juridiction a admis, sous notre contrôle, qu'il n'y a pas de force majeure, l'indemnisation sera plus rapide. Indemnisation plus rapide, assainissement de la situation certes, mais comment les assureurs vont-ils réagir ? En définitive, n'est-ce pas à nouveau l'automobiliste qui va se trouver pénalisé ? Pour l'automobiliste, ça ne va pas changer grand-chose, car s'il est responsable d'un accident, il aura toujours son malus. L'automobiliste qui n'est pas responsable conserve son bonus. Ça va quand même vous obliger, vous, à verser plus d'indemnités. Oui, ça c'est un problème, je dirais, de solidarité nationale. C'est très à la mode en ce moment, c'est vrai. Et il n'est pas impossible, effectivement, que si certaines sociétés d'assurance s'aperçoivent que ce coût devient un peu lourd, eh bien, elles augmentent leurs primes de 2 ou 3% au maximum. C'est une chose qui est possible. On est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde. C'est cet article du Code civil sur lequel s'est appuyée la décision de la Cour de cassation. Dès la rentrée, d'autres textes, d'autres dispositions viendront conforter cette démarche en faveur des victimes. En bref, le financement de la carte orange par les employeurs, adopté par les députés tout à l'heure en deuxième lecture. L'extension de la grève des gardiens de musée, le mouvement des gardiens du Louvre, déclenché hier, a fait tache d'huile et touche notamment le château de Versailles et d'autres musées parisiens. De nouvelles manifestations de mécontentement parmi les radios libres dont le nom n'a pas été retenu par la commission Holo. Solidarité, ici et maintenant, libertaire, périphérique, la liste est longue, au ministère désormais de trancher.
la confirmation du remplacement de Gilbert Perrol par Henri Sauvant à la direction générale d'Air France, et puis la publication cet après-midi du rapport sur la robotique remis à Jean-Pierre Chevènement. La robotique est un secteur nouveau en France, mais apparemment promis à un grand avenir. Un reportage de Guy Schwartz et Patrick Retzlob. Ce robot que l'on voit ici en cours d'essai est un robot français. Destiné à transférer des pièces d'une machine à une autre, il est fabriqué par une petite entreprise qui s'est créée il y a moins de 2 ans dans la banlieue de Tours. Son domaine d'activité, c'est ce qu'on appelle les manipulateurs, autrement dit des robots dont le prix s'échelonne entre 100 et 200 000 francs. Créée avec seulement 5 personnes, l'entreprise comptera un effectif supérieur à 30 personnes à la fin de l'année. Et c'est en particulier pour soutenir et multiplier ce type d'entreprise que le gouvernement a demandé à un groupe d'experts de proposer des actions pour que la France ne rate pas le train de la robotisation. Un train qui prend déjà de la vitesse sous la conduite de pays comme les États-Unis, le Japon, voire même la Suède. En effet, il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 60% des robots installés en France ont été importés. Alors, la France n'est-elle pas partie trop tard ? Ce retard est beaucoup plus un retard dans le domaine des applications que dans le domaine de la recherche ou de la création des produits. Et dans la mesure où on désire lancer la robotique, il ne s'agit pas simplement qu'il y ait des producteurs, il faut qu'il y ait aussi des consommateurs, c'est-à-dire en fait des utilisateurs. Je crois qu'il est absolument capital de constater qu'à l'heure actuelle, la compétitivité de l'ensemble des secteurs industriels passe par une certaine automatisation, pas forcément globale, mais une automatisation certaine. Et parmi les termes de l'automatisation, la robotique est l'un de ceux-là. Alors, est-ce vraiment opportun de lancer un vaste programme de robotique lorsque le chômage fait, comme aujourd'hui, des ravages en France ? L'automatisation de l'outil de travail avec la robotique, en particulier, est beaucoup plus salvatrice, si vous voulez, d'emplois qu'elle ne mettrait précisément les emplois en péril. Qui serait véritablement en péril dans le cas où, par faute d'automatisation, la compétitivité viendrait encore à décroître. Autrement dit, la robotique est un moindre mal en matière d'emploi. Je n'ai pas dit cela. La robotique n'est pas un moindre mal. Je crois que la robotique est un élément qui permet précisément, premièrement, d'améliorer les conditions de travail, deuxièmement, de sauvegarder les emplois, et troisièmement, d'élever le niveau de ces emplois. Les experts estiment que 2000 emplois très qualifiés peuvent être créés d'ici 5 à 10 ans, et cela uniquement chez les fabricants de robots. Des incidents ce matin en Nouvelle-Calédonie, des manifestants ont troublé les délibérations de l'Assemblée territoriale. Une trentaine de jeunes gens masqués, hostiles à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ont légèrement blessé un élu. Pendant ce temps, une manifestation allant dans le même sens rassemblait plusieurs milliers de personnes sur la grande place de Nouméa. 7 Arméniens interpellés ce matin à Paris dans le cadre de l'enquête de l'attentat de la place Saint-Michel mardi soir. Ils ont tous les 7 été relâchés. Et puis l'inculpation du père de la fillette d'origine malienne, morte, nous vous en parlions hier soir, à la suite d'une excision. Elle avait 3 mois. Le résultat du quartet maintenant, il fallait jouer le 5, le 15, le 6 et le 3. Les rapports, vous le voyez, près de 70 000 francs dans l'ordre et dans un ordre différent, un peu plus de 2 000 francs. Le Tour de France finit la montagne, victoire aujourd'hui du Néerlandais Van de Houvelingen. Commentaire d'Alain Vernon qui nous parle également de la brillante médaille d'argent empochée par le Français Philippe Riboud au championnat du monde d'été à Rome. Voici les 2 finalistes de l'épée. Philippe Riboud, le Français, le Lyonnais, opposé au Hongrois ici et barbu Guénoï Pape. Le Hongrois à droite a laissé son élégance au vestiaire visiblement, mais son efficacité et sa vitesse d'exécution le consacre sur la première place du podium. Dans un style pour le moins original, il l'emporte 10 touches à 6 grâce à une belle remise dans le dernier assaut. Philippe Riboud recueille l'argent, mais belle performance tout de même après 1 an de retraite internationale. Il s'appelle Adrie van Houvelingen, nationalité néerlandaise, signe particulier, excellent rouleur. Son nom est entré dans la légende du Tour de France grâce à l'autorisation du peloton. Le Batave franchit la ligne d'arrivée à Saint-Priest avec 10 minutes et 32 secondes d'avance sur l'Irlandais Sean Kelly, vainqueur au sprint du peloton. Au classement général, c'est le statu quo bien sûr, mais pas un Belge dans les 10 premiers, rarissime. Au Tour de France à la voile, classement de l'étape, premier Marseille devant les Sables d'Olonne et Perros-Guirec. Au classement général, toujours Le Havre en tête devant Marseille et Brest.
Figurez-vous que la guerre de 100 ans n'est pas tout à fait terminée, en tout cas pas en Gironde, à Castillon-la-Bataille. Tous les 5 ans, en effet, les 3500 habitants du village revivent leur page d'histoire. C'est une manière de préserver, de prolonger dans le temps leur patrimoine historique et culturel. Alors vous allez maintenant, vous aussi, revivre des scènes moyenâgeuses que Yoba Grégoire et Jean-Louis Bousser viennent de filmer à Castillon-la-Bataille. Castillon-la-Bataille? Oui, parce qu'il y a eu la bataille à Castillon. Et depuis qu'ils sont partis, les Anglais, qu'on les a foutus dehors. Les Français arrivaient dans le coteau, là. Les Anglais arrivaient du côté de Sivac. Puis ça s'est terminé dans la plaine de Colly. C'est comme ça. Je sais pas, c'est vous qui me... Mais bon, moi, je le sais comme ça, toujours. Qui est-ce qui vous l'a dit, ça? Oh, mais il y a longtemps que je le sais. Depuis la guerre de 100 ans? Ah, ça non. Ah, ça non. C'était là pour les Anglais. Ils ont cherché un courant. On prépare à l'assaut avec plus de vigueur. Avec la mort du général anglais John Talbot s'achève la guerre de 100 ans. C'était le 17 juillet 1453 à Castillon-la-Bataille, où de vestiges de cette époque ne reste que cette porte de fer. Mais les habitants tiennent à leur particularité. Le 17 juillet, c'est pour eux leur 11 novembre. Plus de 500 participants, tous bénévoles, se mobilisent pendant plusieurs mois pour cette reconstitution. On a construit un lieu scénique, planté un décor, écrit des musiques et confectionné plus de 450 costumes et bannières. Tout ce qu'on peut trouver, on le ramasse. Tout, les plus petits morceaux, tout sert. Tout sert. Beaucoup de vieux draps. Des vieux draps qui ont été teints. Comment avez-vous fait ces costumes? À partir de quoi? De documents originaux? Oui, des livres que l'on peut trouver. C'est toujours les peintures, les reproductions, des tableaux qui donnent une idée un peu de ce qu'était la mode à cette époque. Je suis moine. Ça, c'est le privilège de mes plus de 100 kilos. Ah, personnellement, ça nous apporte le plaisir de se retrouver, les gens du pays. Nous sommes beaucoup de gens du cru, on a bien quelques étrangers, mais surtout le plaisir de se retrouver entre nous, pendant les travaux, pendant la bataille, et après, surtout aussi, où nous faisons des agapes, où on rigole toujours. C'est une occasion de faire ressortir un peu son village, puis d'être bien avec ce qu'on fait. Et ça existe, je m'excuse, ça existe aussi au point de vue pompier. Et si on fait pompier, c'est parce qu'on a envie de servir ou de rendre service. Et puis... Voilà, Alain Gillot-Pétret a lui aussi mis sa perruque. Ce soir, il a changé de nom pour la circonstance. Il s'appelle Elisabeth Ezélé. Elisabeth, la météo pour demain. Eh bien, pas d'orage, heureusement, ou plus d'orage, parce que vous savez qu'hier soir, il y en a eu de très violents dans de nombreuses régions, entre autres dans la région parisienne, où des immeubles et des routes ont été inondés. À Paris même, des coupures d'électricité et des coupures de lignes de métro. Et dans d'autres régions, notamment en Bretagne et dans la région de Lyon, grêle, pluie, vent, qui ont fait plusieurs victimes de la foudre. Alors demain, un temps mitigé, ni vraiment beau, ni vraiment mauvais, avec une carte météo disparate. De la Bretagne au nord, en passant par la Normandie et le nord de la région parisienne, un temps très nuageux le matin avec de plus en plus d'éclaircies au cours de l'après-midi. De la Vendée aux Ardennes, un temps très couvert avec des petites pluies par endroits. Au sud, un temps relativement agréable avec de belles éclaircies et toujours un très beau temps au bord de la Méditerranée où le Mistral soufflera un petit peu. À noter en revanche des averses sur les Alpes et en Corse. Les températures, il a fait nettement moins chaud aujourd'hui et demain, eh bien, ça va continuer à se rafraîchir. Une moyenne de 22 degrés au nord de la Loire et au sud, eh bien, vous le voyez, pas plus de 28 degrés. Nous sommes loin des températures de ces jours derniers. Alors c'est un vendredi 23 juillet pas très estival qui nous attend. Le soleil, lui, devient de plus en plus paresseux. Il se lèvera à 6h13 pour se coucher à 19h40 et ce sera la fête des Brigitte.
Voilà, le premier de nos titres pour la journée, c'est Daniel Bilalian qui va nous le rappeler de Jérusalem. Où est-ce que l'on en est, Daniel, sur l'attaque israélienne? Je vous rappelle parce qu'à l'instant, la radio israélienne vient d'annoncer que l'envoyé spécial du président américain Reagan, M. Habib, qui va quitter Beyrouth. M. Habib était à Beyrouth depuis plus d'un mois maintenant. Il va quitter Beyrouth. Alors on a d'abord cru que c'était pour les États-Unis, ce qui aurait signifié une rupture totale des négociations. Mais ce serait pour une tournée, c'est pour une tournée, car la radio israélienne n'a pas employé le conditionnel, c'est pour une tournée au Proche-Orient. Ce qui veut bien dire tout de même que la négociation est complètement dans l'impasse à Beyrouth, pour le moment du moins. Mais M. Habib, parti de Beyrouth-Ouest, que peut-il arriver? Ça, on ne peut pas le dire encore ce soir. Patrick. Voilà, je vous rappelle donc que les Israéliens ont attaqué les Palestiniens et les Syriens dans la plaine de la Beka. Leurs opérations ont pris fin il y a 1h30. Ils ont bombardé également Beyrouth. Autre titre de la journée, le malaise entre les États-Unis et l'Europe. Paris a décidé de passer outre à l'embargo américain sur le gazoduc soviétique et d'honorer ses contrats. Bonn fera de même. Le plan d'économie à la sécurité sociale, et enfin ce nouveau en matière d'accident de la route, puisqu'on ne discutera plus de la responsabilité des victimes, qu'elles soient piétons ou cyclomotoristes. Lorsqu'ils sont renversés dans par une voiture, ils seront indemnisés quasi automatiquement. Voilà donc pour l'essentiel des grands titres de ce jeudi. À 23h15, Jean-Louis Le Seine les rappellera et les développera. Et demain à 12h45, Bernard Langlois. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Bonne soirée à tous.